Lorsqu'une personne a un trouble développemental du langage, ces fonctions-là n'ont pas leur capacité maximale, peuvent être affectées de différentes façons, d'intensités différentes, et c'est pas dit non plus que toutes ces fonctions-là vont être touchées chez une personne qui a un TDL. Mhm. Donc, les fonctions exécutives, c'est un ensemble de processus, c'est un ensemble de tâches. On peut imaginer que dans notre cerveau, les fonctions exécutives, c'est un petit chef d'orchestre qui organise, qui planifie et qui prend des décisions. Mhm. Là, on vient de dire que c'était les fonctions exécutives. Il y en a plusieurs. J'ai envie qu'on les décortique ensemble. Bienvenue dans le balado Au cœur du trouble développemental du langage. Le TDL, comme on l'appelle souvent, se manifeste par des difficultés importantes à acquérir et à utiliser le langage, ce qui complexifie la communication au quotidien. Il touche plus de 7% de la population, mais reste encore méconnu. Je m'appelle Elia Martineau d'Alloprof et avec José Lemay et Annie Saint-Amour de l'organisme TDL à Naudière, on vous guide, un épisode à la fois, pour mieux le comprendre et le connaître. On y va? Dans l'épisode précédent, on a démystifié le trouble développemental du langage. On a vu que ça affecte différentes sphères du développement. On a vu que ça peut toucher autant la compréhension, que ce soit, par exemple, les consignes, les sous-entendus, l'humour, les notions d'espace, de temps aussi, qui sont peut-être un peu plus abstraites. Ça touche aussi l'expression, par exemple, les sons, les phrases, le vocabulaire, mais aussi le discours. Mais c'est bien plus que ça. Et José, Annie, j'ai envie que on vienne voir un peu le lien avec le cerveau dans cet épisode-là. On a dit que c'était un trouble neurologique. Pourquoi est-ce qu'il faut parler du cerveau quand on vient parler du trouble développemental du langage? Je tiens à préciser dès le départ qu'on n'est pas les spécialistes du cerveau. Par contre, on va tenter par des exemples de rendre le plus concret possible qu'est-ce qui fait qu'avec le trouble développemental, certaines zones dans notre cerveau sont impactées. Il faut savoir que notre cerveau est séparé en différentes sections. Et la section langagière, la section qui touche le langage, n'est pas très loin de d'autres fonctions que l'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire les fonctions exécutives. On retrouve tout près de la section du langage la fonction de la mémoire, de l'organisation, de la planification du travail. Tout près dans le cerveau aussi, on a la région qui va aider à réguler les émotions, à inhiber certaines actions, c'est-à-dire à s'assurer que nos actions puissent se faire sans préoccupation de ce qui nous entoure pour avoir une meilleure attention. Dans notre cerveau, il existe différentes petites connexions entre les différentes sections dont je viens de nous nommer. Et lorsqu'une personne a un trouble développemental du langage, ces fonctions-là n'ont pas leur capacité maximale, peuvent être affectées de différentes façons, d'intensités différentes, et c'est pas dit non plus que toutes ces fonctions-là vont être touchées chez une personne qui a un TDL. Mm-hmm. Donc, les fonctions exécutives, c'est un ensemble de processus, c'est un ensemble de tâches. On peut imaginer que dans notre cerveau, les fonctions exécutives, c'est un petit chef d'orchestre qui organise, qui planifie et qui prend des décisions. Mm-hmm. Là, on vient de dire que c'était les fonctions exécutives. Il y en a plusieurs. J'ai envie qu'on les décortique ensemble. Tu mentionnais la planification, l'organisation, ça, c'en est une. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, puis qu'est-ce que ça vient toucher? L'organisation de la planification est souvent plus facile à comprendre parce que c'est la capacité, dans le fond, d'organiser, de planifier en fonction d'un objectif ou d'une tâche. Donc, c'est de réaliser cette tâche-là. Par exemple, pour un élève, la préparation de son sac d'école, dans le fond, prévoir les cours qu'il y aura au cours de la journée, s'assurer que ses crayons, s'assurer que son matériel scolaire pour partir à l'école, ça fait appel à cette fonction-là. Mm-hmm. Puis, je pense qu'une autre fonction, il y a l'inhibition, que j'ai déjà entendu parler. Ça vient impacter à quel niveau, là? Qu'est-ce que ça touche? L'inhibition, j'aime ça le dire de façon un contrôle sur soi-même. Mm-hmm. Donc, c'est être capable de se retenir au bon moment, de se laisser aller au bon moment. Donc, c'est vraiment un contrôle de soi.
Donc, l'inhibition, pour en donner un exemple concret en classe, ce serait l'élève qui, sans lever la main, répondrait à une question, qui répondrait à la place d'un autre élève au moment où c'est pas à lui de parler. Il y en a une autre qui est l'attention. Oui, l'attention, on la connaît un peu, hein, mais c'est de garder son attention toujours sur une tâche, par exemple. Donc, c'est rester concentré malgré qu'il y a des oiseaux qui passent dans la fenêtre. Je dois garder ma concentration. C'est un bel exemple. Ou encore un élève qui, à côté, jouerait avec son crayon ou aurait tendance à faire du bruit. Et là, il y en a une autre, la flexibilité mentale. C'est peut-être pas évident, celle-là, à comprendre. Oh non, et pourtant, elle est tellement importante, la flexibilité mentale ou la flexibilité cognitive. La flexibilité, en fait, ce que ça apporte, c'est je vais être capable de m'adapter à un imprévu. Alors, je vais être capable d'utiliser un plan A, mais aussi un plan B et un plan C. Alors, elle est très importante. On n'utilise pas ce mot-là, mais elle est très importante. Donc, c'est la capacité de faire face à des imprévus et de faire les choses différemment. Donc, j'imagine que changer d'école, passer du primaire au secondaire, ça, c'est pas évident là, pour quelqu'un qui a un TDL. Ça peut, si cette fonction-là est touchée, ça peut être plus difficile. Oui, on peut aussi penser, par exemple, aux apprentissages scolaires qui s'ajoutent d'année en année. Donc, pour un élève qui a un trouble développemental du langage, il peut être difficile de changer des façons de faire d'une année à l'autre parce que, par exemple, en mathématiques, les choses se complexifient. Alors qu'au départ, il avait appris d'une certaine façon, il doit désormais faire une autre étape, une autre façon d'arriver à la solution de son problème. Josée, plus tôt, tu parlais aussi de la mémoire, hein, comme quoi c'était une zone qui était proche du langage. C'est une fonction exécutive aussi. Comment ça impacte? La mémoire est importante hein, pour mémoriser les informations, mais aussi l'organiser, les informations, et la ressortir au bon moment. Donc, la mémorisation est aussi importante par rapport à les étapes aussi à accomplir dans un certain ordre. La mémoire a une capacité maximale et chez un enfant qui a un TDL, cette capacité-là est moins grande. Donc, ça a un impact sur l'organisation, sur retenir l'information. Et puis, évidemment, plus la journée avance, plus la mémoire est sollicitée et moins elle est efficace. Puis là, moi, mettons que je le pense en contexte scolaire, un jeune qui a besoin de faire une résolution de problème en mathématiques, déjà, il y a plusieurs étapes qu'il doit faire pour arriver à avoir sa résolution complète. Et il doit mémoriser chacune des étapes. Il doit se souvenir aussi de ce qui lui a été demandé. Fait que ça peut être un beau défi là, pour... Oui, il faut pas aussi oublier que même avec ces fonctions exécutives qu'on vous présente là, les différentes qu'on vient de vous parler, derrière ça, il y a le trouble du langage qui, lui, est toujours présent. Donc, le cerveau est constamment en train de décoder l'information ou est en train de planifier une réponse ou trouver les bons mots pour répondre à une question du professeur. Donc, souvent, l'élève se retrouve rapidement en double tâche, à effectuer 2 tâches. Le cerveau doit faire deux choses en même temps. Donc, il vient rapidement en surchauffe, on va dire ça comme ça, ce qu'on va nommer la surcharge cognitive. Puis avant de passer à la surcharge cognitive, là, il y en avait une petite dernière fonction exécutive qui était la régulation des émotions. Ça aussi, c'est un aspect important. Ça l'englobe, on a fait un dossier, mais ça l'englobe tellement de choses. Réguler ses émotions. D'abord, il faut avoir la capacité de les identifier, de les comprendre, de les nommer et de s'adapter aussi à l'autre personne. Donc, on parle ici de résolution de conflits, peut-être? Oui, parce que de résoudre des conflits, c'est d'avoir la capacité de comprendre comment l'autre a vécu la situation et qu'est-ce que je peux faire pour trouver une solution à cette situation-là.
Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir concrètement notre jeune avec ses fonctions exécutives? Est-ce que vous avez des trucs, des astuces qu'on pourrait mettre en place? Bien sûr. Alors, par exemple, la planification, l'organisation. Qu'est-ce que vous proposez? Agenda visuel, que ça soit numérique ou papier, des codes de couleurs, on peut des listes à cocher, on peut faire des routines claires. J'adore. Inhibition, impulsivité, qu'est-ce que vous proposez? Le jeu de société, là, utilisez ça parce qu'on doit attendre notre tour. On doit gérer aussi toutes nos impulsions. Donc, c'est vraiment intéressant pour les jeux de société. On peut faire des pauses, des respirations aussi qui nous permettent de s'auto-réguler et de calmer ces impulsions-là. Maintenant, au niveau de l'attention, qu'est-ce qu'on met en place? Des tâches courtes, on peut diviser les tâches, comme les devoirs, je pense aux devoirs. Il peut y avoir des coins calmes, il peut y avoir des coquilles ou des petits bouchons qui facilitent cette concentration-là, et moins de stimuli. Difficile avec les cellulaires, hein? La flexibilité mentale, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça aussi, c'est le fun à faire avec un jeu de société, par exemple. On peut rajouter une règle ou on peut enlever une règle. Ça nous amène tranquillement à faire des choses autrement. Ça déstabilise. La mémoire, qu'est-ce qu'on fait pour stimuler ça? Utiliser le visuel en tout temps. Ça peut être des post-it, ça peut être des images, ça peut être aussi une consigne simple à la fois. Ça peut ça va être donner des... Oui. Puis au niveau de la régulation des émotions, qu'est-ce que vous auriez à proposer comme truc? Vous pouvez utiliser là, ce qu'on utilise souvent en service de garde ou à la maternelle, par exemple, le thermomètre des émotions pour savoir si je suis rendue au maximum de ma colère ou si je suis en contrôle. Les 3 images du bonhomme sourire et du bonhomme en colère, par exemple, pour essayer de mettre certaines images sur les émotions parce que, comme on l'a dit précédemment, ça demeure abstrait une émotion. Donc, on les rend les plus simples possibles avec pas trop d'images non plus pour faciliter l'enfant l'identification. Ça peut être la roue aussi la roue des émotions lorsque l'enfant vieillit ou lorsqu'on rentre un petit peu plus dans les nuances, par exemple à l'adolescence. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que ces quelques stratégies-là qu'on vous propose, mais c'est pas des solutions magiques, évidemment. Ça dépend de l'enfant. On le dit, on le répète souvent, chaque enfant elle est unique. L'important, c'est qu'il y ait une certaine prévisibilité, c'est-à-dire que l'enfant sache ce qui se passe, sache qu'il s'en vient à très court terme et qu'il puisse se sentir en sécurité, autant à la maison qu'à l'école, parce que sa routine, parce que ce qu'il est en train de faire, il le connaît. Ça, c'est sécurisant et ça favorise évidemment la mise en place de moyens pour qu'il soit le plus efficace possible. Puis là, on a parlé des fonctions exécutives. Ils travaillent ensemble, ces fonctions-là. Des fois, il peut y arriver une surcharge mentale. Hein. C'est quelque chose que vous voyez parfois dans les diagnostics des jeunes qui viennent vers vous. Comment ça se passe, la surcharge mentale? Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsque le cerveau n'a plus la capacité de prendre en charge toute l'information ou d'effectuer différentes fonctions au même moment. Il faut savoir aussi que la surcharge est bien réelle chez l'enfant. On peut parfois penser, parce qu'ils sont jeunes puis parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, que cette surcharge-là est moins importante. Mais elle est bien réelle. À l'arrivée à l'école, notre enfant a été sollicité de toutes parts, a effectué différentes tâches, a dû planifier, organiser, juste de comprendre les consignes. Eh bien, c'est réel après la journée scolaire qu'il soit fatigué. Il faut un moment là où le cerveau puisse se reposer, puisse reprendre son calme. Fait que la surcharge mentale, mettons qu'une autre image, là, ça peut être toute la journée, tu ajoutes des pierres dans ton sac à dos, puis à la fin de la journée, ben là, c'est de plus en plus lourd, tu as de la misère à avancer, puis peut-être que là, ben, tu vas être obligé de t'arrêter ou même que ton sac va déchirer. C'est un peu ça, la surcharge mentale. C'est une grosse fatigue là, qui s'accumule avec le temps. Est-ce que nous, en tant que parents ou en tant que personne aidante là, d'un jeune qui vit avec un TDL, quels signes est-ce qu'on peut observer chez un jeune qui vit de la surcharge mentale? Ça serait quoi?
En fait, il y a plusieurs signes qu'on peut observer. Par exemple, l'irritabilité ou l'agitation, ça peut être un ou l'autre, étonnamment. Il peut y avoir le sommeil perturbé, difficulté à se concentrer, la fatigue, des maux de tête et bien sûr la démotivation scolaire. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à doser tout ça? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner là-dedans? Là? Bien sûr que il y a aussi des périodes, on s'est connu au milieu scolaire que quand on se prépare pour un examen, donc au niveau novembre, et quand on de l'autre côté, au mois de mai, par exemple, qu'on se prépare aussi à finaliser, ces deux périodes-là sont souvent cruciales. Mais dans le fond, on peut utiliser des stratégies comme alléger un petit peu la routine, de demander moins de consignes à la fois, d'utiliser plus de visuels. Tout ça, dans le fond, ça décharge étonnamment le cerveau dans le décodage. Des moments de transition, ce ne sont pas des moments de pause. C'est-à-dire que, par exemple, lors de récréation, les élèves sortent tous en même temps sur la cour d'école. Donc, c'est pas un moment où le cerveau n'est pas sollicité. L'heure du dîner est aussi un moment où c'est exigeant. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'enfants au même espace. Et parfois même, il y a les récupérations d'accompagnement nécessaires, mais il faut les considérer aussi dans la surcharge. C'est-à-dire que si c'est sur l'heure du dîner, ou en fin de journée, peut-être que cette journée-là, la période de devoir peut être sautée ou peut être réduite en termes de temps pour permettre au cerveau une récupération. Puis de toute façon, la capacité d'apprentissage sera beaucoup moindre si le cerveau n'est pas disponible. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs qu'on peut mettre en place? Je pense aux émotions aussi, là, vous en parliez tantôt. Qu'est-ce qui peut être fait par rapport à ça? De valider les émotions des enfants, ça aussi, ça allège parce que on les écoute, on les reconnaît et on peut mieux les gérer. Si, par exemple, l'enfant, il a tendance à, quand il revient de l'école, à être très agité, à être très fatigué, ça se peut qu'on va le céduler dans l'horaire. Peut-être que c'est pas l'endroit où on va faire les devoirs. Il y aura peut-être besoin d'une pause. Alors, on peut installer ça dans l'horaire. Puis une pause efficace, mettons, là, ça serait quoi? Est-ce que c'est comme de se coucher dans le noir? Est-ce que c'est d'aller jouer au parc? C'est quoi qui va détendre le plus le cerveau, si on veut, là? Ça serait quoi pour un jeune? En fait, c'est vraiment le fun comme question parce qu'on pense, souvent même les ados, on a le goût d'avoir une pause, on s'en va tout de suite à regarder un film, mais en fait, le film, on décode quand même, on analyse quand même, il y a de la compréhension quand même. Mais oui, scroller sur les cellulaires, ça doit pas être une détente, là, réelle. C'est pas tant une détente, effectivement. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Ça peut être une méditation, une relaxation, juste s'étendre dans son lit, puis se reconnecter à soi-même, là, puis être libre. Mm-hmm. Est-ce que faire du sport, c'en est une? Oui. Oui? Ça pourrait aussi être... Chacun doit trouver sa façon de faire. Ça peut être le sport, ça peut être les arts. Là, c'est à chacun de trouver la façon qui va lui permettre une récupération. On arrive déjà à la fin de notre épisode, puisqu'un jeune qui vit avec un TDL décode davantage le langage, qu'en plus de ça, il y a des défis liés aux fonctions exécutives. J'en doute pas qu'il peut vivre davantage de surcharge mentale. Et là, je vous remercie de nous avoir donné des pistes pour être capable de détecter les signes de fatigue, puis en même temps d'être capable de mieux le soutenir, de mieux l'accompagner dans tout ça. Je suis convaincue que ça peut servir à tout le monde. Dans le prochain épisode, on va aborder le chemin vers le diagnostic. J'ai déjà hâte qu'on mette la table. Merci. Merci à toi. Merci. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le trouble développemental du langage. Je remercie Josée Lemay et Annie Saint-Amour pour leur générosité et tous leurs conseils. Si vous souhaitez en savoir plus, l'organisme TDL Lanaudière offre de nombreuses ressources et un soutien vraiment précieux. Visitez leur site web tdl-lanaudière.org ou encore consultez les articles sur le site d'Alloprof. On remercie notre partenaire, la Shop Studio, où le balado a été enregistré. Et nous, on se retrouve au prochain épisode.
Il n'existe pas de portrait type d'une personne vivant avec le trouble développemental du langage. Les manifestations peuvent varier d'une personne à l'autre. Si vous croyez que votre enfant pourrait présenter un TDL, nous vous encourageons à consulter un spécialiste afin d'obtenir une évaluation et un accompagnement adapté à sa situation.